On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous et bonjour Lucie. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de la thématique de Noël, hein. En cette fin décembre, on s'est dit que c'était deux saisons. Lucie, comment vas-tu? Fraîchement, hein. On est en décembre, il commence à faire plus frais, quoi. Ouais, on enregistre cet épisode quelques jours avant Noël. Donc, on va vous laisser l'écouter auprès du feu de la cheminée ou dans tout autre contexte qui vous conviendra pour vous remettre dans une ambiance Harry Potter, puisque bah, voilà, l'idée c'est de, un peu comme pour les autres épisodes, hein, c'est de regarder cette thématique, mais à travers la saga des Harry Potter. Et une ambiance Noël aussi, donc sous un plaid avec un chocolat chaud. Ah ouais, c'est bien ça. Avec un petit jus de citrouille. J'ai envie de commencer par une question pour toi, Lucie. C'est lequel ton Noël préféré dans la saga Harry Potter? En fait, j'hésite, j'en ai deux, le premier et le cinquième. Ok. Pourquoi Après, tu peut-être que fais... c'est peut-être aussi que c'est ceux qui sont le plus mis en avant dans les films. Mais en tout cas, le premier, c'est parce qu'il a un côté vraiment Noël et magique, vraiment la magie de Noël, où on en reparlera, mais où on voit vraiment l'arrivée des sapins, la neige, les petites musiques de Noël, les chorales, etc., qui est vraiment sympa. Et dans le 5, il y a un côté vraiment très familial quand ils vont le fêter au 12 Quarimo. Et donc, du coup, il y a aussi bien tous les Weasley que Hermione, Harry et Sirius qui donnent Mhm. un côté très familial à tous. Ouais, ok. Ok, donc toi, c'est plus le côté familial qui te rappelle peut-être nos Noëls aussi. Mhm. Alors moi, mon préféré, c'est le premier, celui dans le premier tome. Euh, Parce que pour moi, bah, en fait, c'est un petit peu comme si c'était le premier Noël de Harry quand même, hein. Harry, il a vécu pendant 10 ans chez les Dursley et d'un seul coup, non seulement bah, il est à Poudlard, il est dans cette école de sorciers, mais en plus, bah, il vit son premier Noël où il reçoit des cadeaux. Et moi, mais ça m'a... En fait, encore une fois, quand je le relis aujourd'hui ou quand je revois le film, à chaque fois, ça m'émerveille en fait de voir cette reconnexion à la joie, à la magie de Noël de Harry, en fait, quand il dit «Oh, mais j'ai reçu des cadeaux!» Tu sais, je m'y attends pas, mais waouh, Mhm. waouh, en fait, c'est ça la magie de Noël. Et, et moi, en fait, à chaque fois que je vois ce film, ce premier film sur ce passage, ou bien que je relis le livre, je me rends compte à quel point ça permet en fait finalement à des enfants de se reconnecter à la magie de Noël, mais aussi de voir vraiment, bah, tu sais, à travers l'expérience de Harry, en fait, la chance qu'ils ont de vivre ce qu'ils vivent. Pareil, enfin, c'est sûr que quand il est chez les Dursley, on voit tout de suite le côté où il est maltraité, en fait, concrètement, en tant qu'enfant. Et je trouve que ça ramène vraiment beaucoup de simplicité dans la manière de Harry de porter un regard sur cette fête. Et ça va être le cas à chaque année, à chaque fois. Mais pour moi, ce premier, il est vraiment connecté à de l'émerveillement de la part de Harry. Vraiment le retour de la magie de Noël. Et, euh, et moi, j'y vois beaucoup de modestie et de joie aussi dedans. Ouais. Et ce côté aussi où du coup, certes c'est son premier Noël, etc., mais il y a le moment aussi où bah, il passe vraiment du temps avec ses amis et c'est un moment de fête dans tous les sens du terme, quoi. Mm. Carrément. Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu, Lucie, dans les différents Noëls qu'il y a tout au long de la saga, euh, où est Harry sur chacun de ces Noëls? Pour le premier Noël de Harry, donc il est à Poudlard. Et comme tu l'as très bien décrit, il se réveille enfin, c'est Ron qui le réveille et qui lui dit: Harry, t'as reçu des cadeaux. Et donc là, il est émerveillé et la magie de Noël commence tout de suite et il reçoit tout type de cadeaux. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais je crois que les Dursley, je sais plus si c'est un paquet de mouchoirs
ou 50 pence, ou même une boîte d'allumettes, je suis plus sûre. J'ai l'info. Ouais. On va en parler après. Mais il reçoit beau des cadeaux un peu minables, mais ça reste une sorte d'attention malgré tout. Et puis après, il a des cadeaux qui ont plus de valeur pour lui parce que bah, c'est vraiment des gens à qui il tient qui lui offrent. Donc que ce soit la mère de Ron, que ce soit Hagrid ou même le cadeau de Dumbledore, qui ne sait pas que c'est Dumbledore, mais qui est le cadeau de son père. Et ça, je pense que c'est un des plus précieux cadeaux qu'il puisse avoir. Hmm. Ouais. Alors, c'est rigolo que tu parles de ça justement parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois, dans tous les Harry Potter, le moment de Noël, c'est un petit peu comme un moment de pause, en fait, dans l'intrigue. Et d'un autre côté, il y a une espèce enfin, d'avancée dans l'intrigue, mais qui induit en erreur le lecteur, et Harry d'ailleurs, comme une espèce euh, d'impasse un peu, tu vois. Mm, Et donc, bah, justement, là, dans le premier tome, ce moment de Noël, il est tourné autour de Harry reçoit la cape, il ne sait pas de qui la reçoit et tout. Et il y a ce truc avec Nicolas Flamel, il trouve le bouquin dans la bibliothèque, le miroir du Riséd. Donc, il y a des morceaux de l'intrigue qui sont mis là. Mais en fait, tout est un peu diffus, tout est un peu confus. Et finalement, ça fait un peu un effet de... Ouais, d'être dans une fausse route, on ne comprend pas ce qui se passe. mm, c'est vrai. Ouais, j'avais pas spécialement pensé, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, généralement, qu'on est emmené ailleurs, peut-être effectivement, parce que c'est un moment plus léger. Et donc, du coup, le lecteur ou le spectateur se fait avoir plus facilement. Pour le tome 2, tu te souviens où est-ce qu'il est, Harry? Qu'est-ce qui se passe pour Noël? Il me semble que dans le tome 2 ils sont donc à Poudlard avec Ron toujours, mais aussi avec Hermione. Et que c'est à ce moment-là qu'ils décident de faire les gâteaux pour endormir Crabbe et Goyle, pour pouvoir utiliser le polynectar et pouvoir soutirer des informations à Malfoy. C'est ça, ouais. C'est ça, ils profitent des vacances de Noël et du fait qu'il y a presque plus personne à Poudlard pour pouvoir aller interroger Malfoy avec le polynectar. Et tu Mm, vois, encore une fois, comme sur le premier, en fait, t'avais cette trame de ah, mais c'est Malfoy, c'est Malfoy, c'est Malfoy. Et là, bah, ah non, en fait, c'était une impasse, en fait, c'était un cul-de-sac. mm, Enfin, une impasse, c'était un cul-de-sac. Et donc, en fait, ça ne mène nulle part. Et bon, bah, retour à la case zéro un peu. ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous dire, toi, dans le 3 qu'est-ce qu'ils font pour Noël? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour Noël dans le 3, Harry est à Poudlard, aussi avec Ron et Hermione. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a très peu de personnes qui restent à Poudlard sur ce Noël-là. Et ce qui fait qu'au banquet de Noël, ils se retrouvent avec une seule table à laquelle ils ont réuni tous les élèves et tous les professeurs qui sont restés. Et il y a un petit détail croustillant au moment où il y a Sibylle Trelawney qui arrive et qui a dit: «Oh oui, j'ai vu qu'il fallait que je descende manger avec vous.» Donc il y a Dumbledore qui se lève pour l'accueillir. Et là, elle compte, elle dit: «Ah non, 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 je peux pas m'asseoir avec vous. Si jamais je m'assois, je serai la 13e à m'asseoir à table. Et le premier qui se lève d'une table où il y a 13 personnes assises, eh ben, c'est le premier à mourir, donc je ne pourrais pas faire ça.» Et McGonagall lui dit: «Ouais, bon, on prend le risque, c'est pas grave, asseyez-vous.» Et donc voilà, elle s'assoit. Et donc, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je raconte ça? Est-ce que tu connais l'anecdote? Oui, je me rappelle qu'effectivement, il y a, je sais plus qui est la personne qui va se lever, mais qui va effectivement mourir ou il se passe quelque chose avec cette personne à la fin du tome. Bah, en fait, du coup, à la fin du repas, il y a Harry et Ron qui se lèvent à peu près en même temps. Et donc, Trelawney dit: «Oh, lesquels de vous deux s'est levé?» Ils sont gênés, ils savent pas trop. Et puis, bah, pareil, McGonagall, elle dit: «Ça n'a pas d'importance.» Mais en fait, il y a une théorie de fans qui dit: bah, en fait, ils étaient déjà 13 à table parce que Ron, il Ouais. avait Crottard dans sa poche. Du coup, la première personne à s'être levée, c'était Dumbledore au début du repas, en fait. Et effectivement, c'est la première personne à mourir. Des 13. Ouais.
Et ça me fait rire à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de prédictions de Trelawney où elle est Mm. bloquée, etc. Mais en fait, il y en a plein qui se révèlent vraies, quoi. Ouais. C'est un petit détail qui n'apparaît pas dans les films, mais qui est sympa dans les livres quand on met effectivement à la théorie des fans. Exactement. Il y a un autre détail dans ce Noël du troisième tome. Est-ce que tu te souviens ce que Harry reçoit comme cadeau? Mais je crois qu'il le reçoit pas en cadeau de Noël, c'est la carte du maraudeur. Alors, ouais, non, il reçoit ça avant de la part de Fred et George, Ouais, avant Noël. Mais en cadeau de Noël, il reçoit un cadeau de Noël particulier. Dans le livre, pas dans le film. je sais plus. Il reçoit l'éclair de feu. Mm. Et au moment où il reçoit l'éclair de feu, ben, il y a tout un dilemme parce que Hermione, elle pense que c'est bizarre qu'il ait été envoyé sans aucune carte, qu'on sache pas de qui c'est et que peut-être c'est Sirius Black qui l'a envoyé. Et derrière, en fait, Ron et Harry vont se brouiller avec Hermione parce que l'éclair de feu est confisqué par McGonagall pour Ouais, pouvoir être démonté, etc. Et en fait, c'est pareil, encore une fois, l'intrigue, elle avance un peu, mais d'un autre côté, bah non, c'est pas... Mm. Il y a un bug, en fait, sur ce déroulement de l'intrigue, en fait, à chaque fois, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans le quatrième tome, Lucie, pour Noël? Et bah pour le quatrième tome, c'est donc le bal de Noël, le Yule Ball en anglais. Ouais. Et c'est un moment incroyable, un moment magique, un moment unique dans la vie des étudiants, mais comme des professeurs, je pense. Euh, où donc c'est le traditionnel bal de Noël où les trois donc les quatre actuellement compétiteurs de la compétition des trois sorciers euh, ouvrent le bal avec leurs partenaires et qu'ensuite s'ensuit une grande fête avec notamment le groupe de rock, les Bizarre Sisters. Et C'est pas ouais, nous. Mais pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est effectivement de là qu'on tire notre nom de podcast. et ouais, c'est Donc, il y a important. ouais, c'est très important pour nous. Donc, du coup, il y a toute une fête qui se passe. Dans cette fête, il y a un ou deux petits détails qui sont importants quand même, hein. Est-ce que toi, si tu vois trois choses à retenir du bal de Noël, ce serait quoi? Des événements qui s'y passent pour l'intrigue. Que Rusard danse avec Mystaigne. Ah ouais, c'est absolument un point essentiel, t'as bien raison. Insensé, essentiel. Non, il y a le fait que c'est le moment où Ron, ça prend un petit peu un tournant dans sa fanatitude de Victor Crumb. Et que, en fait, bah, vu que Victor Crumb a invité Hermione Granger, Ron commence à avoir beaucoup de jalousie. Et donc, il ressent plus de la haine et de la méfiance envers Victor Crumb, alors qu'avant, il l'adorait, il voulait même lui demander un autographe. Enfin, voilà. Ouais, Donc, déjà, il y a ça. puis surtout, c'est là pour moi, c'est là que prend vraiment racine la relation Ron-Hermione, en fait. C'est le moment où ils Ouais, commencent à se rendre compte, en fait, des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre à travers cette jalousie. à travers cette jalousie, mais du coup, ça prend le départ un peu avec Victor Crumb, quoi. Ouais. Il y a ça. euh, Il y a un truc qui apparaît dans le livre, mais qui apparaît dans une scène inédite dans, euh, dans une scène de coupée du film, en lien avec Karkaroff. Ah oui, effectivement, c'est le moment où Harry surprend une discussion entre Rogue et Karkaroff, et que en fait, il se rend compte que Karkaroff était un mange-mort et que sa cicatrice recommence à bouger. Enfin, sa cicatrice, sa marque des ténèbres, pardon, commence à rebouger. Et donc, du coup, ça sous-entend effectivement que Voldemort commence à être de retour, mais c'est pas dit clairement. Ouais, en fait, quand on le relit pour une deuxième ou troisième fois, on comprend mieux ce qui se passe. Mais pareil, en fait, à la première lecture, c'est toujours les trucs un peu flous, on sait pas Mm, trop ce qui se passe et on se dit, ouais, que Karkaroff, ça doit être le méchant, du coup, ou Rogue. mm. Et ça nous emmène un peu dans ce dead end, encore une fois. Tout à fait. Moi, il y a un troisième truc aussi
qui m'a marquée en fait là en y réfléchissant. J'avais jamais trop pensé avant, mais en fait, je me demande si le bal de Noël, c'est pas une manière pour les juges de préparer la deuxième tâche. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ah oui, de voir un petit peu à qui ils tiennent et donc du coup, qui emmener dans le lac, Ouais. qui sera le prisonnier, la personne à libérer. Exactement. Et tu Mhm. vois, bah, Krum, il passe tout son mal de Noël avec Hermione, Cédric tout son mal de Noël avec Cho. Et en fait, finalement, Harry, il délaisse sa cavalière pour passer tout son temps avec Ron. Donc, c'est qu'ils vont être tous les trois choisis. Et Fleur de la Cour, pareil, il se désintéresse complètement de son cavalier pour... bah, bon, là, il n'y a pas sa petite sœur. Mais bon, voilà, du coup, c'est intéressant, je trouve, parce que moi, je le vois un peu comme... ah ouais, on va vérifier un peu à qui est-ce qu'ils tiennent et tout. Comme ça, on va pouvoir... Ouais, c'est une bonne Je, suggestion. je sais pas, hein, c'est une théorie parce qu'il n'y a pas de confirmation de ça, mais je trouve que ça tient la route en fait, de se dire que les Totalement. juges, ils ont pu choisir comme ça en fait, des personnes pour la deuxième tâche. Ouais, Mm. parce qu'effectivement, enfin, c'est ce que Harry dit aux sirènes quand il est dans le lac dans la deuxième épreuve, mais il tient aussi bien à Ron qu'à Hermione en fait. Ouais. Puis en soi, il tient aussi beaucoup à Cho, mais Bah, du coup, Harry, de c'est toute compliqué manière, pour lui de pas. il veut sauver tout le monde, Voilà. c'est Harry, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui sépare vraiment les quatre premiers Noëls des trois derniers. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah, pour moi, c'est un peu ce qui sépare les 4 premiers tomes ou films des 3 derniers aussi, c'est vraiment, cette opposition entre plus la jeunesse, l'adolescence et un peu le passage à l'âge adulte, avec ce côté aussi, léger des premiers tomes, «léger» entre guillemets et ce côté, beaucoup plus, oppressant et limite plombant des 3 derniers avec, le retour de Voldemort. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et pourtant, il y a autre chose en plus qui sépare, mais vraiment d'un point de vue quand on pense juste à Noël. Il y a quelque chose qui regroupe les quatre premiers et qui regroupe les trois derniers. Bah, les 3 derniers, il y a, un événement qui va venir, attaquer un petit peu les protagonistes, je dirais. Dans le cinquième tome, donc c'est le moment où Monsieur Weasley, Arthur Weasley est attaqué par, Nagini Mm. et que Harry le voit en vision, et va pouvoir, intervenir, enfin faire intervenir Dumbledore, à temps pour pouvoir le sauver. C'est l'événement un petit peu marquant et qui fait aussi qu'ils vont se regrouper à Noël, tous ensemble, les Weasley, Hermione, Harry, et Sirius. Ils vont vraiment, ouais, se regrouper pour profiter du temps qu'ils ont ensemble et ils le disent, dans leur toast, à Harry, en tout cas dans le film Ouais. et c'est vraiment chouette ce moment où ils se regroupent tous et ils profitent de l'instant où ils sont ensemble. Ouais, et toi, tu as beaucoup le regard du film. Moi, j'ai envie d'apporter le regard du livre aussi, parce que dans le livre, il y a autre chose, c'est que l'attaque de Monsieur Weasley, elle a lieu juste avant les vacances de Noël. Et par contre, le jour de Noël, il se retrouve à Sainte-Mauguste, à C'est l'hôpital. vrai, Et, avec Neville. et du coup, il voit Neville, il voit les parents de Neville. Et surtout, c'est la première fois qu'on est hors de Poudlard pour Noël. Et en plus de ça, on découvre un nouveau lieu magique. Dans le 5, il y a vraiment la dimension de l'ouverture à ailleurs, hein, puisqu'on passe pas mal de temps dans le ministère de la magie, entre l'audience, la fin. Et là, on est à Sainte-Mangouste, qui est encore un autre lieu magique. Et moi, j'aime bien ce Noël-là parce que ça ouvre justement sur le monde magique ailleurs et ce qui se passe dans d'autres endroits. Euh, Et puis, effectivement, je trouve que dans le 5, comme je l'ai déjà dit, il y a vraiment ce côté famille, qu'on voit bien avec le regroupement des Weasley et des pièces rapportées, si je puis dire. Mais effectivement, à Sainte-Mangouste aussi, on voit le lien de famille, de Neville avec ses parents. Donc pour ceux qui n'auraient jamais lu le livre, pardon, Neville, en fait, il va avec sa grand-mère à l'hôpital Sainte-Mangouste, qui est l'hôpital des sorciers et ils vont voir, les parents de Neville qui,
donc, bah, ont été victimes du sortilège d'Andoloris euh, par Bellatrix Lestrange, j'ai du mal à parler. Et donc, du coup, ils sont dans des états déplorables et c'est très triste. Et pourtant, Neville, il va garder chaque petit détail et il va garder ce que lui donne sa mère. Et enfin, c'est vraiment le côté famille et amour de famille, quoi, qui me touche. Ouais, et d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, Neville, il garde pas n'importe quoi, c'est des papiers de bonbons que sa mère Mm. lui donne. Et à chaque fois, elle lui donne que ça, en fait, et lui, il s'accroche à ça. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, en fait, de voir ça. Et d'un autre côté, c'est la seule chose qui le relie, lui, à l'amour bah, maternel, mais qui est complètement particulier, on va dire, Mm. vu elle a plus toute sa tête, quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort hein, dans ce passage, je trouve. Mm. Si on passe dans le tome 6, est-ce que tu veux nous dire ce qui s'y passe? Oui. Alors, le tome 6 encore une fois, ça ne se passe pas à Poudlard. Ça se passe, le Noël se passe chez les Weasley. Et il y a un truc un peu différent aussi des autres, c'est que du coup, là, il n'y a plus Hermione. Hermione n'est pas la bienvenue parce que Ron et Hermione sont brouillés à cause de l'histoire de lavande. Et là, pareil, il y a un événement qui fait dévier un peu l'intrigue. Il y a l'histoire du serment inviolable qu'on apprend juste avant Noël entre Rogue et, du coup, et la mère de Malfoy. Et donc Harry se retrouve au terrier pour Noël, où il parle de ça avec Monsieur Weasley, avec Lupin. Et alors dans le livre, il y a le ministre de la magie qui vient rendre visite au Weasley, enfin qui vient rendre visite à Harry plutôt, qui vient chercher le soutien de Harry euh, pour appuyer les actions du ministère, et Harry s'y oppose en disant qu'il est l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. J'adore ce passage, moi. J'adore, je trouve que Harry, il est très loyal en fait envers Dumbledore dans ce moment-là. Et surtout, il est très loyal envers ses convictions et envers son intégrité de non, en fait, ça, c'est pas OK pour moi, donc je cautionne pas et je cautionnerai jamais, en fait. J'adore comment est-ce il ose en fait s'affirmer comme ça à ce moment-là, ça me plaît vachement. Toi, qu'est-ce que tu Ouais. aimes bien dans ce passage? Je sais pas, je me suis pas posé la question, mais pour rebondir avec ce que je disais tout à l'heure, euh, je trouve que ça a un côté un petit peu d'attaque, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'attendent pas du tout au serment inviolable. Et Harry il apprend même l'existence de ce concept. Et, euh, et donc, c'est quelque chose de nouveau qui vient s'immiscer. Et en fait, c'est ultra violent, le principe même du serment inviolable. Si jamais tu respectes pas, tu meurs. Euh, Bah, effectivement, on frôle le concept de la mort, encore une fois. Tout Mm. comme dans le tome 5, c'est Arthur Weasley qui frôlait la mort. Et au-delà de ça, donc là, c'est le livre. Et dans le film, ils se sont fait plaisir. Ouais, je m'attendais à ce que tu parles de ça. en- D'ailleurs, quand j'ai lu les livres la première fois, j'ai été choquée de voir que c'était pas dans les livres. Mais J'ai été choquée de voir qu'il y avait cette scène ajoutée dans le film. oui, c'est vrai. Mais je sais pas, moi je la trouve sympa cette scène dans le film qu'ils ont rajoutée au moment de Noël où en fait les mange-morts viennent détruire encore une fois cette notion de famille en détruisant aussi la maison. Et donc il y a encore une fois un côté un peu attaque et c'est l'extérieur qui vient s'attaquer à la famille, aux liens d'amitié, à ce lien fraternel, tout ça, en attaquant, bah, là c'est la maison des Weasley Mm. avec, avec le feu. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça fait sens par rapport à ce que tu parlais pour toi, la différence entre les quatre premiers et les trois derniers, Noël, où effectivement, il y a une notion d'attaque à chaque fois dans le 5, dans le 6 et dans le 7, avec l'attaque de Monsieur Weasley, cette attaque du terrier, et après, bah, l'attaque enfin, de Godric Solo, on va reparler pour le 7. Ça fait du sens d'avoir ajouté la scène dans ce que tu expliquais. Moi, la différence Ouais, que je voyais entre les quatre premiers et puis ces trois derniers, c'est que les quatre premiers se passent à Poudlard, alors que les trois suivants se passent en dehors. c'est Euh, vrai. mais effectivement, il se passe en dehors avec des événements particuliers quand même.
Mm. Mm. Et est-ce que tu veux nous raconter ce qui se passe dans le dernier? Ouais. Bah, dans le dernier, Harry et Hermione sont en cavale, en camping, on va dire. Et ils ont un peu perdu la notion du temps et il se trouve que leur virée à Godric's Hollow, donc l'endroit où est né Harry, tombe le jour de Noël. Quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que c'est la veille de Noël. Et donc ils se rendent au cimetière de Godric's Hollow, sur la tombe de James et Lily Potter pour déposer une couronne de fleurs. Et ensuite, ils se retrouvent à suivre Nagini déguisée en Bathilda Bagshot, Bathilda Tournesac, pardon, en français. Moi, j'ai l'habitude de les... Enfin, je les ai beaucoup lus et vus en anglais, alors c'est vrai que des fois, je mélange le côté français et anglais. Moi Euh, aussi. Désolée. Euh, et oui, donc du coup, ils se retrouvent dans la maison de Bathilda, où bah, Nagini prévient Voldemort que Harry est là, et donc va s'en suivre un combat acharné entre Harry et le serpent, pour se terminer en une fuite au dernier moment de cette maison pour Hermione et Harry, pour se retrouver ailleurs encore en camping. Et dans la follow, la baguette de Harry est cassée. Ouais, On a déjà parlé d'ailleurs de ce passage quand on a fait l'épisode sur Halloween. ouais. Tu te souviens ce qu'on avait dit? Oui, on en a parlé au moment où on disait que la mort des parents de Harry, donc de James et Lily, se fait de plusieurs points de vue, Ouais, tout au long de la saga. ouais, tout au long de la saga. Et donc, on disait que c'est quatre fois, enfin trois fois dans l'univers des livres et des films Harry Potter, et notamment à ce moment-là. Ouais. Et moi, ce que je trouve choquant presque, c'est d'avoir ce passage où c'est Voldemort qui est le narrateur, quoi. Où il Mm. raconte la mort de James et Lily Potter, mais de son point de vue à lui. Je trouve, c'est vraiment... Alors, c'est rigolo parce que même à la relecture encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ce truc-là? Vraiment, c'est particulier quand même. Ouais. Moi, ce que je trouve particulier, c'est, mais on en a déjà parlé toutes les deux hors Bizarre Sisters, mais si jamais l'un de vous a une théorie, euh, comprend la scène de la chambre d'enfant, qui est totalement blanche avec un lit de bébé, quand Nagini et Harry défoncent le mur pendant leur combat, je n'ai jamais compris cette scène. Mm. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris dans les films, hein. On n'a pas toutes les deux exactement la même vision des films et des livres, mais moi j'ai du mal avec certaines scènes quand même. Il y a des trucs que je trouve complètement incohérents, ça en fait clairement partie. Mais effectivement, donc dans ce septième tome, on a encore enfin, ce dont je parlais, un peu l'attaque. Et donc cette fois-ci, c'est l'attaque de Nagini, Mm. envers Harry et Hermione. Et par contre, ce Noël, effectivement, je trouve qu'il a quelque chose de très fort, et que même si bah, voilà, ils ont une attaque qui n'est pas forcément très agréable, Hermione, elle va voir la vraie Bathilda Tournesac morte, dans son cadavre. C'est vraiment pas très agréable, mais malgré ça, je trouve que ils ont des moments magiques. Et effectivement, le moment où ils arrivent à Godric's Hollow et que ils entendent les chants de Noël, ils voient l'église, etc. Enfin, c'est un côté très magie de Noël que je trouve très chouette. Et pareil, quand ils vont dans le cimetière et que ils vont déposer, enfin, ils vont créer magicalement des fleurs, je trouve ça très beau. Ouais, en fait, toi, ce qui te plaît beaucoup dans les Noëls d'Harry Potter, c'est les parties familiales, en fait. Oui, familial ou juste les regroupements avec la magie de Noël Mm. et tout ce qui s'ensuit. Donc, les sapins de Noël, les chants, les traditions, la neige. C'est chouette. Justement, en termes de tradition, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des traditions dans les Harry Potter en lien avec Noël? Moi, ce que je vois, mais je pense que c'est en lien avec le côté anglo-saxon, c'est les Christmas carols, donc
les chants un petit peu de Noël, effectivement. Bah, en fait, on le voit pas mal dans les films. Dans le premier film, on a Flitwick qui donc anime la chorale et on entend des petits chants de Noël au moment où effectivement Flitwick fait décore le sapin de Noël, fait léviter les boules, les guirlandes, tout ça, et que Hagrid ramène ses gros sapins. Dans le troisième, dans le prisonnier d'Azkaban, au moment où ils sont à Préolard, donc Harry est sous la cape d'invisibilité. Il y a ce petit regroupement de choristes avec leurs petites partitions et tout. Et dans le septième, après, on voit effectivement, bah, on entend, pardon, plus qu'on voit les chants de Noël, encore une fois. Ouais, c'est vrai, j'avais pas remarqué ça. Mm. Et donc, je pense que ça va avec la tradition anglophone, quoi. Ouais, carrément. Et puis pareil, il y a d'autres choses. Où on voit vraiment les Noëls anglais. Enfin, il y a vraiment cette imprégnation de toute manière de la culture anglo-saxonne. Bien Et sûr. avec les crackers aussi sur la Oui, table. J'adore les crackers version sorcière d'ailleurs, hein. Un ouais, grand moment de ma vie. Et il y a une autre tradition qui est quand même, il faut se soulever, c'est les pulls de Noël de la famille Weasley. oui, ouais. C'est quand Les même, pulls ou les écharpes aussi quand elle l'offre à Fred et George. ouais, enfin, bon, les vêtements en gros tricotés, mais c'est Ouais, principalement des pulls. Et après, ça change et chaque année, il y a des petites variations. J'aime bien, moi, j'aime bien le passage, je crois que c'est dans le 4 où elle fait à Harry un pull avec un dragon. euh, Parce que du coup, il a vaincu le dragon sur la première tâche. Et, ouais. ouais, j'aime bien ces petits détails à chaque fois des pulls de Noël. Et puis souvent, je sais pas pourquoi, il y a des pâtés. Madame Weasley, elle fait des pâtés qu'elle envoie Je me pour rappelle pas de Noël. ça. Ah si, mais moi, ça me choque à chaque fois. Je me dis, mais pourquoi il y a des pâtés? Enfin, je comprends pas ce détail. Ouais, peut-être que ça, c'est son côté un petit peu de l'amour de la France à J.K. Rowling, qui a confondu le pâté et le foie gras, mais ce serait un petit peu un affront Ah, ce serait grave pour quand le même. foie gras. Après, c'est peut-être une tradition anglaise hein, d'envoyer du pâté pour Noël, mais de ce que je sais, je Peut-être. crois pas. Mm. Est-ce que tu voyais d'autres traditions? D'autres traditions, je suis pas sûre. Il y a bien évidemment les sapins, les décorations, Je vais dire les tu batailles de boules sais. de neige, pardon, en fait. Je me suis trompée. Oui, effectivement, on les voit bien enfin, dans le livre, je crois, dans le 5. Mais pas que, en fait, il y a plusieurs fois où il y a des détails, en fait, mais par exemple, dans le premier, il y a un détail où Fred et George, ils ensorcellent des boules de Noël, des boules de neige pour suivre Quirrell et son turban. Il y a Mm. une grosse bataille de boules de neige juste avant le bal de Noël dans le 4. Ouais. Je vais en oublier, c'est sûr, mais enfin, Dans le il y a 3, on en voit aussi quand ils sont à Préolard, justement, avec toute cette neige aussi. ouais, il y en a régulièrement qui sont revus, soit dans les films, soit dans les livres qui sont mentionnés. Bon, voilà, c'est des traditions hivernales, mais en fait, pour moi, il y a. Alors, ça, c'était hyper intéressant, c'est dans le livre Harry Potter ou l'anti-Peter Pan, qu'on a lu toutes les deux. J'adore ce livre, en fait, où elle explique vraiment que euh, il y a quelque chose de vraiment cyclique à chaque fois dans les Harry Potter qui se met en place. Euh, à chaque fois, il y a des éléments qui reviennent comme ça, avec des dates, bah, notamment la rentrée, le 31 octobre, Noël, avec des rituels en fait qui sont mis en place, un peu finalement comme dans l'enfance, en fait, dans la magie de l'enfance, où on a les mêmes repères qui reviennent tous les ans, avec la saisonnalité. Et l'année scolaire de Harry, il se passe un peu des événements répétitifs comme ça. Et du coup, le fait d'avoir mis tous ces ingrédients, je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté nostalgie un peu de l'enfance, enfin, du Noël, voilà, de la magie de Noël, en tout cas de Harry, à travers ces détails qui reviennent à chaque fois, les pulls, les pâtés, les boules de Mm. Noël, les Christmas carols, etc., etc. Et évidemment, tout ça s'est bouleversé sur la dernière année, puisque le dernier, il est là pour casser justement ce cycle. Mm. Rien qu'en sortant de l'école déjà, et puis en ayant tous les autres événements qui se passent. Il n'y a rien qui se passe comme avant, quoi. Oui, totalement. Alors, on arrive à un petit détail croustillant, pareil, qui est en lien avec une théorie. Alors moi, je suis très... j'ai beaucoup regardé et lu des théories de fans. Donc, je ne sais pas si tu la connais, celle-là. Mais tout à l'heure, tu parlais du cadeau
des Dursley pour Noël de Harry. Alors, il y a Ah oui, trois je la cadeaux qui connais. sont mentionnés dans les Harry Potter. Est-ce que tu te souviens trois années différentes, en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est la première, la deuxième et la quatrième, où on parle des cadeaux que les Weasley ont fait à Harry. Est-ce que tu te souviens ce que c'est? Alors, je saurais plus te les citer dans l'ordre, mais je connais cette théorie. On va avoir donc la pièce de 50 centimes, Ouais. qui est ronde. On va avoir une allumette, il me semble. Alors, c'est un cure-dent. Un cure-dent, voilà, encore mieux. Qui est bah, c'est un bâton, quoi. C'est droit, c'est une ligne droite. Et on a, je crois que c'est un paquet de mouchoirs. Un mouchoir. Un mouchoir, encore plus radin. Ils sont très généreux. Euh, et donc, du coup, tout ça, en fait, ça fait un petit peu les formes des reliques de la mort. Mm. C'est ça, c'est ça la théorie, c'est que ben, du coup moi je la comprends pas trop cette théorie parce que je vois pas le lien avec les Dursley, mais en gros voilà il y a des fans qui se sont amusés à remarquer qu'il y a les trois cadeaux qui sont mentionnés de la part des Dursley, ça fait un cercle, un bâton et puis comme une cape avec le mouchoir. Et donc c'est un peu comme les trois reliques de la mort. Euh, mais c'est amusant en fait. Après moi Mm. honnêtement je suis dubitative. Je pense pas que J.K. Rowling elle fait exprès. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, je sais pas trop. Après, c'est vrai que ce qui peut être un peu perturbant, c'est notamment le côté, le mouchoir, c'est pas triangulaire. Ouais. Après, on sait que depuis le début, elle savait pour les reliques de la mort. Il me semble que ça, on le savait. Elle en avait, elle en avait parlé, notamment à Alan Rickman. Mais aussi, il me semble qu'elle avait mis un détail dans le bureau de Dumbledore qui était important et qu'elle avait dit il me semble, hein, aux Ah, accessoiristes ça me dit euh, rien. que qu'il fallait le garder. Il me semble que j'avais vu ça au studio. Peut-être peut-être que je me trompe, mais il me semble. Et c'est un accessoire dans le bureau de Dumbledore qui est un peu en forme des reliques de la mort, un triangle avec un globe à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Et donc pour moi, c'est qu'en fait, depuis le début, elle savait qu'il y aurait les reliques de la mort, que ce serait ce symbole-là, etc. Donc après, on y croit ou on n'y croit pas qu'elle est tout planifiée à l'avance. Il y a forcément des choses qu'elle qu'elle ne savait pas forcément, mais moi, je trouve ça sympa d'y croire et de se dire qu'effectivement, c'est un clin d'œil supplémentaire. Bah, c'est marrant parce que je me souviens pas du tout de ça au studio, mais ok, peut-être. En Peut-être que tout je me trompe, hein. bon, je sais pas. Si jamais vous avez des pistes, des auditeurs, vous savez, on est preneuse de l'info. Grave. Mais oui, en tout cas, c'est clair que c'est des petits clins d'œil sympas dans tous les cas, ouais. Mm. Moi, j'ai une question quand même par rapport à cette thématique de Noël dans Harry Potter. Il y a quand même un sujet qui a jamais vraiment été abordé euh, dans les livres, c'est la question de la religion. Et pourtant, bah voilà, dans les livres à chaque fois et dans les films, il y a cette période de Noël. Dans les livres, à chaque fois, on parle de la période de Pâques, où Harry, Ron et Hermione ils reçoivent des œufs de Pâques en chocolat de la part de Madame Weasley, etc. Et donc, en fait, il y a ces passages de célébration, mais on parle jamais de religion chez les sorciers. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, j'en pense plusieurs choses. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, peut-être que J.K. Rowling n'a pas voulu trop se mouiller là-dessus parce que ça reste un sujet controversé de nos jours, mais aussi un petit peu à l'époque où elle a écrit. Et enfin, les religions, ça parle pas non plus à tout le monde, parce que chacun a sa religion ou est athée, a ses propres croyances, etc. Et autant c'est quelque chose qui a pu être très important dans le monde moldu, l'est à mon avis de moins en moins, mais a été en tout cas très important. Autant dans le monde des sorciers, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est important? Euh, Parce que, enfin, dis-moi toi d'abord comment tu le vois. Tiens, je te refile la patate chaude, Alice. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, moi, je me pose des questions parce que il y a un côté un peu magique dans les miracles,
de la religion, etc., qui sont abordés par exemple dans la Bible ou bien dans le Coran, comme ça. Et, euh, et en fait, finalement, la magie, ça existe chez les sorciers. Donc la question de est-ce que les sorciers, ils ont une religion ou pas, je n'ai pas la réponse. Je ne crois pas que J.K. Ait mis les infos quelque part. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a gardé un peu le folklore anglo-saxon et les traditions un peu culturelles qu'il y a en Grande-Bretagne, en tout cas dans les années 90, euh, en lien justement avec Noël, avec Pâques, avec Halloween, qui sont des célébrations en fait qui sont euh, communes en fait finalement dans le collectif en Grande-Bretagne à cette époque-là et qui sont bien, bien implantés. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'elle a surtout voulu recréer une espèce de logique dans l'univers enfantin, en fait, où c'est des célébrations. Ces trois-là, parce que voilà, c'est des choses différentes, mais Halloween, Noël et Pâques, c'est des célébrations euh, qui sont vraiment vulgarisées finalement beaucoup en Angleterre. Et outre le côté religieux, euh, bah voilà, ça fait partie vraiment de ce que les enfants peuvent vivre. Et pour moi, comme elle est dans un univers enfantin, j'ai l'impression qu'elle a surtout voulu remettre cet aspect-là de la culture anglo-saxonne, en fait, dans les livres. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce que c'est vrai qu'à part ça, il y a quand même peu de... Ah, quoique, ça serait intéressant quand même de faire quelque chose, de se poser des questions un peu plus en profondeur sur les religions. Peut-être faire un épisode à ce sujet. Ou bien en inviter, peut-être si j'avais un spécialiste Des sur religions. ça. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, il me semble que sur la tombe de James et Lily Potter, il y a une citation de la Bible, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Et voilà, bref. C'est un sujet à part entière. Moi, voilà mon opinion. Ben, en fait, je savais pas trop comment en parler subtilement, effectivement, du côté des miracles, comme tu les as décrits, dans le côté religieux, mais c'est pour ça que chez les sorciers, ça me paraît un petit peu, peut-être, étrange. Étrange, c'est pas le bon mot, mais ça peut être pas forcément opportun, ce côté religion, puisque c'est toujours, en fait, dans la religion, la plupart du temps, un ou plusieurs dieux qui sont au-dessus de tous et qui créent un petit peu le monde. Et sauf que bah, là, effectivement, les Moldus ne savent pas qu'il y a des sorciers parce que, ils font des miracles et ils les solliciteraient trop souvent. Mais par contre, effectivement, on ne parle pas des enfants qui sont nés Moldus, notamment Harry, Hermione, mais aussi d'autres cultures, Padma et Parvati Patil. Euh, Bah, en fait, on sait quasiment rien d'elles. Et effectivement, malgré tout, de nos jours, que ce soit en France, en Angleterre ou ailleurs, principalement en Europe, on a cette culture sociétale des traditions religieuses avec les vacances de Noël, avec les vacances de Pâques, même si c'est beaucoup plus consumériste aujourd'hui. Oui, ouais. Et c'est beaucoup moins dans les traditions religieuses de l'époque, mais effectivement, chacun va fêter ces fêtes-là comme il le souhaite. Non, c'est juste qu'il y a aujourd'hui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus un melting pot que ce que c'était dans les années 90, en fait. Donc, Mm. effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'il y a beaucoup plus une diversité culturelle et une diversité religieuse en Angleterre, mais que dans les Ouais. années 90, c'était moins le cas quand même. Et ça a quand Mm. même beaucoup été le côté anglican qui était beaucoup plus présent. Ouais. Je me suis rendu compte que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait, à propos des différents Noëls que Harry passe. En fait, il y en a plusieurs. Il y a le premier où il passe que avec Ron et ses frères et sœurs, mais à Poudlard. Hermione n'est pas là dans le premier. Et après, Oui. Hermione est de nouveau pas là dans le sixième tome. Et quand ils sont au terrier. Et après, dans le septième tome, par contre, c'est Ron qui est pas là quand Harry et Hermione sont en cavale. Donc, je m'étais mélangé les pinceaux, donc je voulais juste corriger ça. Et puis, juste peut-être un dernier point par rapport
aux différents Noëls. C'est Ça soulève une question. Heu, Toi, si tu étais étudiante à Poudlard, tu ferais Noël à Poudlard ou chez toi? Hmm. Moi, j'aime bien les Noëls qu'on fait en famille. Mais après, c'est vrai que si t'es sorcier, je sais pas, ça dépend. Est-ce que je suis née dans une famille des Moldus ou une famille sans pur? Ouais. Bah, si jamais tu étais comme Hermione, par exemple, née dans une famille moldue, parce que moi, je me pose des questions, c'est bah, en plus, elle est fille unique. Heu, Elle est très peu souvent à la maison parce qu'elle y est que l'été. Parce que sinon, après, le reste du temps, elle est à Poudlard et le seul moment qu'elle a, c'est les vacances de Noël et heu et la plupart du temps, elle le passe, à Poudlard avec ses amis, donc c'est très chouette pour elle, pour ses amis. Mais des fois, je me dis, c'est un peu triste, ses parents, du coup, bah, ils sont tout seuls, ils la voient presque pas. Ouais, bah je sais pas, hein. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ça et c'est vrai que moi ça m'a toujours questionné ce truc des nés moldus qui sont arrachés à leur famille comme ça, qu'ils Mmh. voient quasiment plus à partir du moment où ils ont un pied dans le monde de la magie. Après, la relation entre Hermione et ses parents a jamais été plus développée que ça, hein. Ouais, On sait qu'à un moment dans le 5 elle retourne passer Noël avec ses parents pour aller au ski, mais en fait finalement elle dit non non mais je reviens parce que le ski c'est pas mon truc. Et elle retourne ouais, voir Grimmauld, mais en fait on sait pas. Finalement, ça se trouve, peut-être qu'elle s'entend pas avec ses parents, Hermione. Qui sait? ouais. On n'en sait pas vraiment plus que ça, quoi. Et c'est vrai que la question du fait qu'elle passe jamais Noël dans sa famille, c'est pareil, ça pose question, quoi. Mm. Ouais. Mais voilà, ça fait partie des inconnus. Je pense pas qu'on ait fait un propos. Non. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur, les thématiques, de Noël? Je pense qu'on a pas mal fait le tour, là, de ce qu'il y avait à relever par rapport à ce qui se passe dans les livres. Très bien. Eh beh, merci beaucoup Alice, pour tes recherches, pour tes partages. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ouais, moi, j'ai envie de partager juste un dernier truc peut-être sur ma vie de Moldu. Mais je trouve qu'Harry Potter, c'est toujours... Comment ça, tu es moldu? C'est pour les auditeurs, hein, pour leur faire croire. Oui. Non, mais je trouve que Noël, c'est toujours une période propice à re-regarder un film Harry Potter. Surtout les premiers, je trouve que c'est vraiment des films de Noël. Alors après, je sais que c'était sorti les premiers films au moment de Noël, mais pour moi, il y a vraiment une envie de replonger dans cet univers justement magique et tout au moment de Noël. Donc voilà. Je sais pas si... C'est le cas de beaucoup de personnes, quand on parle avec, des Potterheads ou on lit des choses même sur Instagram, généralement, ça revient souvent les musiques, de Harry Potter, elles reviennent pas mal, moi, sur les stories d'amis ou quoi, donc c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc bah, du coup, on va vous laisser sur cet épisode spécial Noël d'un Harry Potter en espérant que votre Noël soit aussi potterien que possible. Et on vous souhaite de très joyeuses fêtes et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, à l'année prochaine. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.